On disait que le sang d'un oméga n'était bon qu'à procréer ou à saigner. Mais quand la poussière est retombée sur la crête de Chênay, 30 des plus redoutables guerriers du roi Alpha gisaient, brisés dans la boue. Le survivant n'était pas un monstre. C'était une jeune fille, et le roi la voulait vivante. La pluie dans les basses vallées des bois d'Etelgard ne lavait pas l'odeur de la peur. Elle ne faisait que la piéger dans la boue. Chênay était moins un village qu'une cage. C'était une colonie désignée où la cour de la lune de sang parquait ses omégas. Dans cette hiérarchie médiévale brutale, les omégas étaient tout en bas de la chaîne alimentaire. Dépouillés de leurs tirettes, interdites de manière l'acier. Ils étaient forcés de survivre avec les restes que la noblesse alpha jugeait bon de leur laisser. Maeve Winslow gardait la tête basse. C'était la première règle de survie. À 21 ans, elle possédait les traits délicats et le parfum doux et enivrant typique de sa caste. Une odeur de fleurs sauvages écrasées et de pluie. Mais sous la laine usée de sa tunique, ses muscles étaient tendus comme des fils d'acier. Elle avait passé sa vie entière à masquer une anomalie terrifiante. Quand le loup primitif en elle s'agitait, il ne gémissait pas, il rugissait. Les ennuis ont commencé un sombre mardi après-midi quand le capitaine Henrik Vane est entré à cheval dans Chennai. Henrik était un alpha massif et balafré. Il portait la lourde armure de fer et de cuir de la garde royale du roi Caspian. Derrière lui chevauchaient 40 hommes, un détachement chargé de collecter la dîme trimestrielle. À Chennai, la dîme n'était pas payée en grains ou en or. Elle était payée en travail et parfois en oméga. Ceux-ci étaient sélectionnés pour servir dans les cuisines de la capitale, ou pire, dans ses bordels. Maeve transportait un seau d'eau depuis le puits communal quand le cheval de guerre d'Henrik s'est arrêté net sur la place du village. Les soldats ont immédiatement commencé à défoncer les portes, traînant les habitants terrifiés dans la rue boueuse. Alignez-les, aboya Henrik. Sa voix était imprégnée de la cadence lourde et dominatrice d'un ordre alpha. C'était un son qui forçait physiquement les loups plus faibles à se mettre à genoux. Maeve sentit la pression dans son crâne, une douleur sourde exigeant la soumission. Mais sa colonne vertébrale resta droite. Elle se força à se courber, se fondant dans la masse tremblante. Puis, elle entendit le cri. Le Surgeon Davis, un homme dont la réputation de brutalité rivalisait avec la peste, avait traîné la jeune sœur de Maeve, Abigail, hors de leur petite hutte au toit de chaume. Abigail n'avait que 17 ans. Elle était aveugle d'un œil à cause d'une fièvre infantile. Elle pleurait hystériquement pendant que Davis lui tordait le bras dans le dos. Celle-ci est assez jolie, ricana Davis en sentant ses cheveux. Le roi ne m'en voudra pas si je l'adresse un peu avant d'atteindre le donjon noir. Maeve lâcha son seau d'eau. L'éclaboussure sembla résonner dans le silence soudain et terrifiant de la place. Laisse-la partir, dit Maeve. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une étrange fréquence résonante qui fit que le cheval d'Henrik secoua nerveusement la tête. Henrik éclata de rire, un son retentissant que ses hommes répétèrent rapidement. Un oméga qui parle. Et que vas-tu faire, petit oiseau? Picorer mon armure? Davies poussa Abigail au sol et dégaina sa large épée. L'acier lourd brillait faiblement sous la lumière maussade. Mets-toi à genoux et expose ta gorge, chienne, ou je prendrai l'œil de ta sœur pour qu'il aille avec l'autre. Maeve ne se mit pas à genoux, elle n'exposa pas sa gorge. Ce qui suivit fut inscrit dans les annales sanglantes de l'histoire de la cour de la lune de sang. On le chuchota dans les tavernes et on le tut dans les salles de la cour. Maeve ne se transforma pas en loup. Le fer aurait fait d'elle une cible plus grande face à 40 hommes armés. Au lieu de cela, elle laissa la vitesse et l'instinct prédateur du loup inonder ses veines humaines. En une fraction de seconde, elle parcourut les 10 mètres qui les séparaient. Davies eut à peine le temps d'écarquiller les yeux avant que Maeve ne frappe. Elle ne donna pas de coup de poing. Elle utilisa le talon dur de sa paume, le projetant vers le haut avec une force dévastatrice. Elle visa l'espace vulnérable sous le gorgerin de fer de Davies. Le craquement de sa trachée fut écœurant de clarté. Avant même que son corps lourd ne heurte la boue, Maeve l'avait désarmé avec une fluidité parfaite. La lourde épée semblait terriblement légère dans sa main. « Tu es là !» rugit Henrik, son amusement s'évaporant pour laisser place à une rage féroce. La garde royale déferla sur elle. C'étaient des vétérans entraînés, endurcis par des années de guerre frontalières. Mais ils firent une erreur de calcul fatale. Ils la combattirent comme si elle était un oméga.
Ils s'attendaient à ce qu'elles se recroquevillent, se figent, se soumettent à leurs phéromones alpha écrasantes. Maeve fit de leur arrogance une arme. Quand le soldat Miller chargea avec une lance, elle pivota. Elle laissa la hampe glisser le long de ses côtes et abattit le pommeau de son épée volé sur sa tempe. Le casque de métal se cabossa. Miller tomba comme une pierre. Deux autres soldats l'attaquèrent par le flanc. Maeve se baissa, balayant sa lame dans un arc brutal qui sectionna les tendons non protégés derrière leurs genoux. Alors qu'ils s'effondraient en hurlant, elle les acheva avec une efficacité impitoyable. Le sang gicla sur la boue, la transformant en un bourbier glissant et cuivré. Maeve était une danseuse dans un ballet de carnage. Elle utilisa leur nombre contre eux, restant en mouvement constant, les forçant à se gêner mutuellement. Elle n'utilisa pas la force brute. Elle utilisa la physique, l'anatomie et une rage terrifiante et froide. Elle visait les failles de leurs armures médiévales. Les aisselles, l'intérieur des cuisses, les visières. 10 hommes tombèrent, puis 15. La panique, une émotion que l'escouade d'élite d'Henrik n'avait jamais connue, commença à se propager. C'était impossible. L'air était saturé de l'odeur du sang alpha. Mais en dessous, le parfum doux et enivrant de l'oméga restait totalement dépourvu de peur. Henrik dégaina enfin sa propre arme, une énorme claymore à 2 mains, et chargea. « Je planterai ta tête sur une pique !» hurla-t-il. Maeve para le coup puissant. La force de l'impact fit vibrer ses os, mais elle utilisa son élan pour glisser le long de sa lame. Elle pénétra sa garde, ses yeux se plantant dans les siens. Dans son regard, Henrik vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ce n'était pas l'or chaud et soumis d'un oméga. Ses yeux avaient viré à un violet perçant et surnaturel. Avec un grognement féroce, Maeve enfonça sa lame dans les interstices de son armure, au niveau des côtes, lui perforant le poumon et le repoussa violemment d'un coup de pied. Le silence s'abattit sur Chennai. Sur les 40 hommes qui étaient entrés dans le village, 30 gisaient morts ou mourants dans la boue. Les 10 restants, y compris un capitaine Henrik sifflant et saignant, avaient reculé en désordre, leurs armes tremblant dans leurs mains. Ils regardaient la jeune fille menue, couverte de sang, debout au-dessus des corps de leurs camarades. La lourde épée reposait aisément dans sa main. « Prenez vos hommes, » murmura Maeve, sa voix portant par-dessus le bruit de la pluie. « Quittez cet endroit. Si les bannières du roi franchissent à nouveau Chennai, je ne m'arrêterai pas à 30. » Henrik, s'étouffant dans son propre sang, ordonna la retraite. Ils attachèrent leurs blessés à leurs chevaux et s'enfuirent comme si le diable en personne les poursuivait. Maeve laissa tomber l'épée, se tournant enfin vers sa sœur. La rébellion avait commencé, mais Maeve savait que le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Le donjon noir était un monument d'architecture brutaliste, taillé dans le flanc du mont Vésuv, dans les territoires du Nord. Ses salles étaient vates, sombres et sentaient perpétuellement la fumée de bois, les viandes rôties et l'ozone âcre et territorial de la politique alpha. Le roi Caspian Graves était assis sur le trône d'obsidienne. C'était un homme dont on parlait aussi bien dans les légendes que dans les cauchemars. À 32 ans, il régnait sur la cour de la Lune de Sang depuis une décennie. Il avait pris le trône en arrachant la gorge de son oncle corrompu. Caspian était un sang pur, un descendant des premiers loups. Il était d'une beauté terrifiante. Des pommettes saillantes, des cheveux noirs de jais et des yeux de la couleur d'une mer déchaînée. Il s'ennuyait aussi profondément. Entouré de seigneurs et de généraux sycophantes qui l'ennuyaient avec des conflits commerciaux et des querelles mesquines, Caspian régnait d'une main de fer, sans émotion. Il ne trouvait aucune joie dans son pouvoir, seulement le lourd fardeau du devoir. Les lourdes portes en chaîne de la grande salle s'ouvrirent violemment, interrompant le bourdonnement monotone de Lord Thomas Harris, le maître de la monnaie. Le capitaine Henrik Vane entra en titubant dans la salle, soutenu par 2 soldats lourdement bandés. La cour retint son souffle. Henrik était pâle, son armure couverte de boue séchée et de sang noir. Un bandage cousu à la hâte était enroulé fermement autour de sa poitrine. L'odeur métallique de la défaite émanait de lui par vagues. Caspian ne se leva pas. Il se pencha en avant, posant son menton sur un poing orné d'une grosse bague en argent. L'ennui disparut instantanément de ses yeux gris d'orage, remplacé par une intrigue sombre et dangereuse. « Capitaine Vane. »
La voix de Caspian était dangereusement calme, mais elle résonnait parfaitement sur les murs de pierre. Vous avez été envoyé pour collecter la dîme dans la misère de Chênain. Les paysans boueux ont-ils refusé de se séparer de leurs navets? Henrik tomba sur un genou, tout s'engrassement. Mon roi, nous sommes tombés dans une embuscade. Nous avons été massacrés. Des murmures éclatèrent dans la salle. Le général Arthur Pendleton s'avança, la main sur la garde de son épée. Une embuscade? Par qui? Les factions rebelles de l'Est ont-elles franchi la frontière? Non, général, siffla Henrik, gardant les yeux rivés sur le sol de pierre. Ce n'était pas une armée, c'était une seule personne. Caspian haussa un sourcil. Un seul homme a tué 30 de mes gardes royaux. Était-ce un alpha renégat? Un sorcier des terres pourpres? Henrik déglutit difficilement, son visage rouge de la honte ultime. C'était une jeune fille. Votre grâce, un oméga. La grande salle éclata de rire. Les seigneurs se tapaient sur les cuisses, les généraux ricanaient d'incrédulité. Un oméga? Ces créatures délicates et soumises dont les seuls instincts sont de nicher et de se soumettre, c'était biologiquement impossible. Silence, ordonna Caspian. Les rires s'éteignirent instantanément. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Caspian se leva, sa silhouette massive et imposante, et descendit lentement de l'estrade jusqu'à dominer le capitaine blessé. « Tu mens pour couvrir ta propre incompétence, Henrik, » dit doucement Caspian. « Je le jure sur ma vie, sœur, » plaida Henrik en levant les yeux. « Elle n'a pas utilisé de magie. Elle a utilisé une épée. Elle a utilisé notre propre élan contre nous. Et ses yeux, quand elle se battait, ses yeux devenaient violets. » Caspian se figea. Les murmures dans la salle cessèrent complètement. Des yeux violets. C'était un vieux mythe. Une histoire que l'on raconte au Louveteau pour s'endormir. La légende de la Luna Prima, une lignée d'oméga guerriers qui existait avant que les castes ne soient strictement divisés. Nés non pas pour se soumettre aux alphas, mais pour les équilibrer. Pour les égaler en férocité et diriger à leur côté. On pensait que cette lignée avait été éradiquée il y a des siècles. Soudain, Caspian dilata ses narines. Il se pencha plus près d'Henrik, ignorant l'odeur de sueur, de peur et de sang de l'homme. Là, accroché faiblement à la laine sous l'armure brisée d'Henrik, se trouvait une anomalie. C'était le parfum d'un oméga, fleurs sauvages et pluie, mais il était mêlé à quelque chose de métallique, de vif et de dominant. Ça sentait comme un orage sur le point d'éclater. Le loup de Caspian, qui somnolait dans une apathie ennuyée depuis des années, se jeta soudain contre ses côtes. Il hurlait avec une frénésie primitive et possessive qui coupa le souffle du roi. Mienne, rugit le loup dans son esprit. Égal. Compagne. Caspian réprima l'instinct avec force, son visage un masque de marbre froid. Il regarda Henrik. Tu as laissé un seul oméga sans entraînement humilier la couronne, massacrer 30 de mes meilleurs hommes, et tu reviens vivant? Pourquoi? Elle m'a dit de délivrer un message, balbutia Henrik. Le général Pendleton dégaina sa lame. Trahison, insolence! Donnez-moi 100 hommes, mon roi. Je réduirai Chênain en cendres et je vous apporterai sa tête sur une pique. Non, dit Caspian, sa voix fendant l'air comme un fouet. Il se retourna, remontant les marches vers son trône. La cour entière retint son souffle, attendant que la colère du roi s'abatte. Au lieu de cela, Caspian sourit. C'était une chose terrifiante et féroce qui laissa entrevoir des canines allongées. Un oméga qui se bat comme un démon, songea Caspian, plus pour lui-même que pour la cour. Une file qui fait saigner ma garde d'élite et les renvoie comme messagers. Vous ne brûlerez pas Chênain, général. Vous ne toucherez pas à un seul de ses cheveux. Caspian se tourna vers son traqueur le plus d'élite, Lord Gideon Locke, un homme silencieux et balafré qui se tenait dans l'ombre des piliers. Gideon, ordonna Caspian, prends les marcheurs de la nuit, traque-la. Elle aura fui le village à présent. Elle est assez intelligente pour savoir que nous riposterions. Trouve-la. Et quand je l'aurai trouvée, sire, demanda Gideon en entrant dans la lumière des torches. Dois-je lui briser les jambes pour assurer le transport? Les yeux de Caspian brillèrent d'un éclat cramoisi pendant une fraction de seconde. C'était un avertissement brutal de sa retenue volatile. Si tu la blesses, Gideon, si tu ne fais que lui meurtrir les poignets en l'attachant, je t'écorcherai vif personnellement et je suspendrai ta peau au rempart. Elle n'est pas une prisonnière.
Elle est un prix. Caspian se rassit lourdement sur le trône d'obsidienne, le parfum de fleurs sauvages et de pluie brûlant dans sa mémoire. Amenez-la-moi, exigea le roi Alpha. Sa voix résonnait d'une autorité absolue et indéniable. Amenez-la-moi vivante. Pendant ce temps, à 64 kilomètres de là, sous la canopée des bois chuchotants d'Aethelgard, Maeve Winslow attachait un brassard de cuir volé à son avant-bras. Elle avait caché Abigail dans les grottes profondes de la crête d'argent, à l'abri des retombées immédiates. Maintenant, Maeve suivait l'odeur des loups dans le vent. Elle ne se contentait pas de fuir. Elle préparait les bois. Si le roi voulait la chasser, elle lui apprendrait ce que signifiait saigner. Les bois d'Aethelgard étaient un labyrinthe de chênes anciens et tordus et d'un brouillard suffocant. Pour Gideon Locke et ses marcheurs de la nuit d'élite, naviguer dans ces bois était généralement un exercice anodin. Ils étaient les prédateurs ultimes de la cour de la lune de sang. Des assassins silencieux qui communiquaient par une série complexe de signaux manuels et de clics à basse fréquence. Mais à la tombée de la nuit du troisième jour, les prédateurs étaient sans équivoque devenus les proies. Lord Richard Lancaster, un baron riche et dangereux des contrées du Sud, avait secrètement financé le raid désastreux d'Henrik à Chennai. Il espérait provoquer un soulèvement paysan qui affaiblirait l'emprise du roi Caspian sur le trône. Gideon le savait. La politique du royaume était une plaie purulente. Mais pour l'instant, sa seule préoccupation était le fantôme qui chassait ses hommes. « Halte !» murmura Gideon en levant un poing fermé. Son unité de 20 traqueurs chevronnés se figea. La forêt était d'un silence de mort, trop silencieuse. Le bruit ambiant des grillons et des oiseaux de nuit avait disparu. Il était remplacé par l'odeur lourde et oppressante des aiguilles de pin et de la terre humide. Le soldat Silas, une brute colossale d'alpha, s'avança, les narines frémissantes. « Je la sens, commandant. Des fleurs sauvages. Elle est proche. Elle saigne peut-être. L'odeur est forte. » Gideon plissa les yeux, scrutant la canopée dense. « C'est un piège. Les omégas ne saignent que s'ils sont brisés, et celle-ci est loin d'être brisée. Repliez-vous. » Il était trop tard. Le mécanisme était d'une simplicité déconcertante, mais d'une efficacité dévastatrice. Silas avait marché sur une racine immergée, libérant un jeune arbre sous tension, dissimulé dans les broussailles. Une volée de pieux en bois aiguisés, trempés dans la sève paralysante de la belladone, fusa à travers le sous-bois. 3 marcheurs de la nuit prirent le piège de plein fouet. Les pieux perçant leur armure de cuir. Ils s'effondrèrent instantanément. Leur corde vocale est paralysée avant même qu'ils ne puissent crier. Leur corps se convulsant dans les fougères humides. Gideon dégaina ses 2 couteaux de chasse dentelés. « Formation! Dos à dos! » Des ombres au-dessus, une silhouette tomba avec la grâce silencieuse d'un félin prédateur. Maeve n'attaqua pas Gideon. Elle visa le maillon le plus faible de leur cercle défensif. Elle maniait un bâton de combat improvisé, taillé dans du bois de fer lourd et dense. D'un saut périlleux, elle abattit le bâton sur la tempe d'un traqueur nommé Wyatt, lui brisant l'os orbital. Avant que les autres ne puissent pivoter, elle avait disparu, de nouveau avalée par le brouillard mouvant. « Elle se bat comme un démon », cracha Silas, agrippant sa large épée, les yeux écarquillés d'une peur qu'il n'avait pas ressentie depuis sa première guerre frontalière. « Elle se bat comme une stratège », corrigea Gideon, sa voix un bourdonnement bas et analytique. Il examina le sol boueux. Il remarqua les empreintes de pas, délibérées, légèrement plus profondes sur le talon gauche. Elle feignait une blessure pour les attirer dans un ravin spécifique. Elle ne se contentait pas de survivre. Elle orchestrait un massacre. Pendant 2 jours de plus, la guérilla fit rage. Maeve utilisa l'environnement comme son armée. Elle empoisonna leurs réserves d'eau avec de la racine amère, provoquant de graves hallucinations chez 3 des meilleurs hommes de Gideon. Elle lâcha une meute de sangliers géants sauvages en plein milieu de leur campement à minuit. À l'aube du 5e jour, l'unité d'élite de Gideon, forte de 20 hommes, était réduite à 6 hommes épuisés et terrifiés. Gideon réalisa que la chasser dans son élément était un suicide. Il avait besoin d'un moyen de pression. Il avait besoin de la seule chose qu'un oméga chérit plus que sa propre vie, sa meute. Assis près d'un maigre feu sans fumée, Gideon sortit une carte topographique de la région. Il traça le chemin des attaques de Maeve. Elles étaient chaotiques, apparemment aléatoires, mais Gideon était un maître des schémas. Chaque attaque, chaque piège
poussait subtilement ses hommes vers l'ouest, loin des pics déchiquetés de la crête d'argent. Elle garde quelque chose, dit Gideon à voix haute en tapotant la carte. Ou quelqu'un. Silas, rassemble les hommes. Nous ignorons la fille. Nous marchons sur les grottes de la crête d'argent. Le changement de tactique prit Maeve au dépourvu. Elle était perchée dans les branches d'un saule pleureur, se préparant à lâcher un nid de frelons sur la patrouille quand elle réalisa que leur trajectoire avait changé. Une pointe glaciale de pure terreur lui transperça la poitrine. Abigail! La panique, une émotion dangereuse et brouillonne, inonda le système de Maeve. Elle abandonna sa furtivité, sauta de l'arbre et sprinta à travers les sous-bois, désespérée de les devancer jusqu'aux grottes. Mais Gideon avait anticipé cela. Alors que Maeve débouchait dans une clairière au pied de la crête, un lourd filet en fil de fer jaillit du sol sous les feuilles mortes. Il la piégea, les bords lestés s'enroulant fermement autour de ses membres. Elle se débattit violemment, ses yeux violets brillant d'une rage féroce tandis que le fer lui brûlait la peau. Mais plus elle luttait, plus le filet se resserrait. Gideon sortit de derrière un énorme rocher, la poitrine haletante, le visage pâle d'épuisement. Ces 5 hommes restants encerclés dans le filet, leurs armes dégainées. Tremblante, Maeve gronda, un son terrifiant et inhumain qui vibra dans la poitrine des hommes alpha. Elle planta son regard dans celui de Gideon. « Si tu la touches, » siffla Maeve, sa voix dégoulinant de venin. « Je t'arracherai la gorge avec mes dents. Je donnerai ton cœur en pâture au corbeau. » Gideon ne sourit pas. Il rengaina ses couteaux, regardant la jeune fille captive avec un mélange de soulagement profond et d'admiration sincère. « Je n'ai aucun intérêt pour ta sœur, Maeve de Chesnay, » dit Gideon calmement. « Mes ordres étaient de t'amener au roi vivante et indemne. J'ai l'intention de tenir ma parole, mais si tu me forces la main, j'enverrai mes hommes dans ces grottes. » Maeve s'immobilisa complètement. Le loup féroce en elle griffait le fer, hurlant pour du sang, mais la sœur humaine savait quand elle était vaincue. Elle regarda le traqueur endurci, évaluant la vérité dans ses paroles. « Laisse ma sœur tranquille, » murmura Maeve, le défi ne quittant jamais ses yeux. « Et je marcherai avec vous jusqu'au donjon. » Gideon hocha lentement la tête. Il déverrouilla le cadenas principal du filet. « Mais ne t'y trompe pas, petite louve. Tu entres dans un nid de vipères. Le donjon noir ne sera pas aussi indulgent que ces bois. » Le voyage vers la capitale dura 4 jours. Fidèle à l'ordre bizarre de son roi, Gideon n'enchaîna pas Maeve avec des chaînes de fer ni ne l'enferma dans un chariot de prisonniers. Elle montait un hongre sombre, lourdement flanqué par les marcheurs de la nuit survivants, mais ses mains étaient libres. Le donjon noir se dressait à l'horizon, telle une dent d'obsidienne déchiquetée perçant le ciel meurtri. Alors qu'il passait de la lourde herse de fer, l'atmosphère oppressante de la cour de la lune de sang s'abattit sur Maeve. La cour grouillait de noblesse. Des seigneurs et des dames parés de soies et de lourdes fourrures, chuchotant derrière des mains couvertes de bijoux, alors que l'oméga démoniaque légendaire était mené à travers leurs rangs. Lady Geneviève Sterling, une courtisane de haut rang connue pour ses manœuvres politiques mortelles et son alliance avec Lord Lancaster, observait depuis un balcon. Ses yeux se plissèrent en examinant l'apparence dépenaillée de Maeve, cherchant le monstre qui avait massacré 30 gardes. Tout ce qu'elle vit fut une fille crasseuse. Maeve fut escortée directement dans la grande salle. Les portes massives en chaîne se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd qui résonna comme un coup de marteau de juge. Le roi Caspian Graves attendait. Il n'était pas avachi sur son trône aujourd'hui. Il se tenait au pied de l'estrade, sa silhouette imposante vêtue d'une tunique sur mesure d'un bleu nuit, une simple couronne d'argent posée sur ses cheveux sombres. La cour était bondée, une mer de visages hostiles d'alpha et de bêta, tous attendant de voir comment leur roi impitoyable exécuterait cette anomalie. Gideon s'inclina profondément. « Mon roi, je l'ai amené. » Les yeux gris d'orage de Caspian se fixèrent sur Maeve. L'impact physique de son regard était stupéfiant. Il dégageait une aura alpha si puissante, si ancienne, qu'elle chassait physiquement l'air des poumons de tous les présents dans la pièce. C'était un ordre de se soumettre, un poids invisible pesant sur ses épaules, exigeant qu'elle tombe à genoux. Maeve planta ses bottes sur le sol de pierre. Elle serra la mâchoire. Elle croisa le regard du roi Alpha, ses yeux violets s'enflammant, et elle resta debout. Un hoquet collectif parcourut la noblesse. C'était sans précédent.
Caspian n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air totalement fasciné. Il commença à marcher vers elle, la foule s'écartant comme l'eau devant la proue d'un navire. Il s'arrêta à peine à 30 centimètres. De près, il sentait l'ozone, la fumée de bois et un pouvoir profondément enivrant. Maeve Winslow, dit Caspian, sa voix un grondement bas et vibrant. Tu m'as coûté 30 gardes, 3 marcheurs de la nuit et une quantité considérable de fierté. Ils ont attaqué ma famille, votre grâce, répondit Maeve, la voix ferme, refusant de rompre le contact visuel. J'ai simplement équilibré les comptes. Lord Richard Lancaster s'avança de la foule, le visage violet de rage. Insolence, trahison. Elle vous parle comme à un égal, sire. Coupez-lui la langue. C'est un chien enragé qu'il faut abattre avant qu'elle n'incite les autres Oméga à la révolte. Caspian ne regarda même pas Lancaster. Il garda les yeux fixés sur Maeve. Lord Lancaster pense que tu es un chien enragé. Songea Caspian doucement. Dis-moi, Maeve, es-tu enragé? Je survis, roi Caspian, dans un monde que vous avez bâti pour m'écraser. Caspian sourit, un éclair dangereux dedans. Je n'ai pas bâti ce monde, petite louve. J'ai hérité de sa pourriture, et la pourriture est profonde. Il rompit enfin son regard, se tournant pour faire face à sa cour. Pendant des siècles, notre histoire a été effacée. Les érudits de la cour de la Lune de Sang nous ont appris que les omégas sont faibles, destinés uniquement aux chambres de reproduction et aux cuisines. Mais les anciens textes, ceux enfermés sous ce donjon même, racontent une histoire différente. La salle tomba dans un silence de mort. Lady Geneviève Sterling agrippa le velours de sa robe, une terreur glaciale l'envahissant. Il parle de la Luna Prima, continua Caspian, sa voix résonnant sur la pierre. Une lignée d'Oméga née non pas pour se soumettre, mais pour ancrer. Des guerriers d'une férocité inégalée, destinés à se tenir aux côtés du roi Alpha, pas derrière lui. Une lignée que nous croyons éteinte. Il se retourna vers Maeve, tendant lentement la main. Il ne la frappa pas. Il écarta doucement une mèche de cheveux couverte de terre de son visage. Le contact envoya une décharge d'électricité brute à travers eux deux. « Tes yeux te trahissent, Maeve, » murmura Caspian. « Tu n'es pas une paysanne de Chennai. Tu es la dernière héritière survivante de la maison Sinclair, les anciens gardiens de la lignée Prima, massacrés par mon oncle corrompu il y a 20 ans. » Le souffle de Maeve se bloqua. Ses parents lui avaient toujours dit de cacher ses yeux, de cacher sa force, mais ils ne lui avaient jamais dit pourquoi. Ils étaient morts de la fièvre d'hiver avant de pouvoir lui expliquer l'héritage du nom Sinclair. « Mensonge !» rugit Lord Lancaster, dégainant sa dague de cérémonie. La panique avait supplanté son instinct de conservation. Si un oméga de la lignée Prima montait sur le trône, le pouvoir tyrannique des seigneurs Alpha serait brisé à jamais. C'est une sorcière. Elle a jeté un sort sur le roi. Lancaster se jeta en avant. Il ne visa pas Maeve. Il pointa la lame empoisonnée directement vers le dos exposé de Caspian. Il avait l'intention d'assassiner le roi et de blâmer l'oméga démoniaque d'un seul geste. Caspian, distrait par l'odeur écrasante de sa compagne destinée, réagit une fraction de seconde trop tard. Mais pas Maeve. Ses réflexes, affûtés par une vie passée à se cacher et à survivre, explosèrent. Elle se déplaça plus vite que l'œil humain ne pouvait le voir. Elle attrapa la lourde coupe à en fer sur une table voisine et la lança avec une force à briser les os. L'objet lourd en argent s'écrasa sur le poignet de Lancaster, brisant l'os avec un craquement sonore. La dague empoisonnée tomba sur le sol avant même que Lancaster ne puisse crier. Maeve avait franchi la distance, lui fauchant les jambes et plantant fermement sa botte sur sa gorge, le clouant à la pierre. La garde royale dégaina instantanément ses épées, mais Caspian leva une seule main autoritaire. « Halt! » Le roi baissa les yeux vers Lord Lancaster, qui s'étouffait sous la botte de Maeve, puis regarda Maeve. Elle respirait lourdement, le loup féroce juste à la surface, prêt à briser le cou du seigneur si Caspian en donnait l'ordre. « Il semble, Lord Lancaster, » dit froidement Caspian, « que le chien enragé vient de me sauver la vie d'un rat traître. » Caspian s'avança, ses yeux fixés sur Maeve. L'ennui qui avait tourmenté son règne avait entièrement disparu, remplacé par un feu brûlant et possessif. Il ne voyait pas un oméga. Il voyait une reine. « Relâche-le, Maeve, » ordonna doucement Caspian.
Le bourreau s'occupera de lui. Maeve recula lentement, permettant aux gardes d'emporter Lancaster en sanglots. Elle se tenait au centre de la grande salle, une paysanne en laine tachée de sang, entourée des loups les plus riches et les plus dangereux du continent. Pourtant, alors que Caspian descendait et lui offrait sa main, c'est la cour qui se sentit complètement dépassée. Le sang imprégna le sol de la salle du trône, un sombre témoignage de l'aube d'une nouvelle ère. Maeve Winslow, l'oméga de Chennai, ne s'inclina pas. Debout à côté du roi Alpha, ses yeux violettes brûlants d'un pouvoir ancien, elle n'était plus une proie. La rébellion n'avait pas été matée. Elle s'était simplement déplacée vers le haut siège du pouvoir. Le règne de la Luna Prima avait enfin commencé.